Esprit Libre, la grande émission de débat du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand sujet d'actualité. Et ce jeudi, nous avons le plaisir de recevoir le ministre en charge de l'Europe, Benjamin Haddad, et l'écrivain Giuliano da Empoli, auteur du Mage du Kremlin et L'heure des prédateurs qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Que peut faire l'Europe à l'heure des prédateurs? Les dirigeants européens sont-ils armés pour faire face à Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres. Giuliano da Empoli, Benjamin Haddad, bonsoir. 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 Ravi de vous recevoir pour parler pendant une heure de géopolitique, d'Europe notamment, et justement, quelle peut être la place demain et aujourd'hui même de l'Europe dans cette nouvelle ère des prédateurs, comme vous l'avez défini dans votre livre, Giuliano da Empoli. Vous l'expliquez, le monde est en train de changer. On est en train de revenir à un monde de rapports de force avec finalement des hommes politiques qui méprisent le droit, qui ne respectent peut-être que la force. Est-ce que dans ce nouveau contexte, l'Union européenne est armée pour faire face ? Je ne sais pas si elle est armée, mais ce qui est certain, c'est que une des peu de choses qui unit au fond tous ces prédateurs, que ce soit Donald Trump, J.D. Vance, Vladimir Poutine ou les prédateurs de la tech, les patrons des grandes boîtes de la tech américaine, c'est leur hostilité déclarée, très publique, par rapport à l'Europe, non pas comme ensemble de pays, mais véritablement comme institution, comme processus politique, comme procédure, comme règle. Et c'est, je pense, de là qu'il faut partir, c'est-à-dire, au fond, si vous avez quelqu'un qui vous dérange pas trop, vous ne vous en prenez pas à lui, non? C'est le fait que presque tous les jours, il y ait sous une forme ou sous une autre une attaque de la part des prédateurs contre l'Europe nous dit que l'Europe les embête, peut-être parce qu'elle suit une logique qui n'est pas la leur, et peut-être parce qu'elle peut faire obstacle à leur projet. Donc c'est peut-être de là qu'il faut partir pour imaginer quel peut être le rôle de l'Europe aujourd'hui. Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe, est-ce que l'Union européenne, du Green Deal, des normes, est-ce qu'elle fait vraiment peur à Donald Trump aujourd'hui, à Vladimir Poutine, à Xi Jinping? Il suffit de les écouter. Donald Trump qui dit que l'Europe justement est forte et que l'Europe berne les États-Unis, c'est son vocabulaire quand il parle des relations commerciales. Alors c'est pas un avis qu'on partage, mais en l'occurrence qui voit l'Europe comme un concurrent. Il suffit de voir le comportement de Vladimir Poutine. La guerre en Ukraine, elle a commencé en 2014. En 2014, pourquoi ? Parce qu'il y avait le mouvement du Maïdan à Kiev, avec pour la première fois de l'histoire des jeunes gens qui brandissaient le drapeau européen, les jeunes Ukrainiens, qu'ils voyaient comme la promesse d'un meilleur avenir démocratique, de l'état de droit, de la lutte contre la corruption, du fait d'ancrer leur pays vers l'Occident, vers l'Union européenne. Et c'est ça qui a aussi entraîné la réaction de la part du Kremlin. C'est parce que Vladimir Poutine a vu l'Ukraine européenne comme un contre-modèle démocratique à ses frontières. Et quelle leçon d'ailleurs pour nous, Européens, qui avons tendance à nous autoflageller, à sous-estimer les forces de notre propre système, à être au fond extrêmement cyniques et blasés par rapport à ce qu'est l'Europe. Et l'Europe, il faut la réformer, la transformer en profondeur, et je suis sûr qu'on va en parler. Mais quelle leçon de voir à nos frontières des jeunes qui se faisaient assassiner, tirer dessus pour ce drapeau européen. Donc oui, effectivement, il y a ce modèle. Après, pour pouvoir défendre nos intérêts, jouer des coudes, assumer des rapports de force dans cette nouvelle géopolitique mondiale, effectivement, qui est marquée par la conflictualité et les rapports de force, comme vous l'avez dit. Mais effectivement, il va falloir
partir déjà de ce constat, le comprendre et développer ces instruments. Mais on en a tous les moyens. Vous savez, je voyais récemment un sondage d'un think tank européen qui s'appelle le European Council on Foreign Relations, qui demandait à des citoyens à travers le monde s'ils pensaient que l'Europe pouvait être une puissance qui fait jeu égal avec les États-Unis ou la Chine. Les Américains disent oui, les Chinois disent oui, les Indiens disent oui. Les seuls à dire non, c'est les Européens. Donc, trouvons les solutions pour agir, mais pas de pessimisme. Oui, les Européens sont les seuls à dire non. Et après, la question est ambiguë, puisqu'il y a l'Europe en tant qu'ensemble des nations et il y a l'Europe en tant qu'Union européenne. Est-ce que la bureaucratie européenne, le droit européen est aussi devenu un obstacle finalement à la sécurité, à la prospérité, à l'efficacité des nations européennes? Je parlais tout à l'heure du Green Deal, on pourrait parler de la maîtrise des frontières. Est-ce que tout cela est à réformer et explique aussi le scepticisme d'une partie des Européens à l'égard de leurs propres institutions? Oui, je crois qu'il faut avoir un discours franc. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on sort de la mondialisation heureuse, de la fin de l'histoire telle que l'avait prédit Fukuyama et les autres dans les années 90, la convergence des systèmes politiques, l'extension du libre-échange, le triomphe de la démocratie et au fond l'idée qu'on allait ancrer la démocratie libérale comme le système par défaut. Et aucun autre modèle ne s'est autant appuyé sur cette croyance que l'Union européenne. Et en soi, d'ailleurs, c'est une aventure politique, un succès politique extraordinaire. On a remplacé des siècles de violence et de conflictualité sur notre continent par le droit, par la coopération économique, le marché, des relations qui sont régies par les règles. En revanche, ça ne nous a pas préparés à comprendre le reste du monde qui est toujours régi par la violence, par les rapports de force, par la prédation que décrit Giuliano d'Ampoli dans son livre. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, et à travers l'Ukraine, c'est bien l'architecture de sécurité européenne qui est visée. On a des questions qui se posent sur la relation transatlantique et l'avenir de la garantie de sécurité américaine. Et d'ailleurs, bien au-delà de Donald Trump. Donald Trump, à cet égard, est un accélérateur de tendances qu'on voyait déjà avant sous Barack Obama, qui parlait de pivot vers l'Asie, les tendances protectionnistes qu'on a vues aussi à l'œuvre sous Joe Biden, même amplifiées par rapport au premier mandat de Donald Trump. Et cela, effectivement, il faut qu'on en tire les conclusions. L'Europe ne peut pas être juste un marché ou une vaste ONG qui défend des principes universels, mais bien un espace politique qui, fort de ses États membres, de ses histoires, de nos géographies, des 27 pays, qui est capable de définir ses intérêts et de les défendre, qui est capable de se défendre, ce qui demande de réinvestir massivement dans notre défense, au niveau national comme au niveau européen avec les coopérations industrielles, de défendre nos intérêts aussi sur le plan commercial avec des rapports de force, comme on le voit en ce moment avec les États-Unis, et de défendre nos frontières, et d'avoir des frontières, et pas juste un espace politique. Il a des frontières, il les défend. Donc la question migratoire, je pense, à cet égard, est extrêmement clé. Giuliano d'Ampoli, j'étais un peu surpris de vous entendre dire que les prédateurs avaient peur de l'Europe ou étaient gênés par l'Europe, puisque vous nous comparez quasiment en ouverture de votre livre à des Aztèques face découvrant finalement l'envahisseur européen, et au bord, c'est un peu la thèse de votre livre, d'un effondrement finalement de notre modèle de civilisation. Donc votre livre est à la fois, malgré tout, une défense des valeurs européennes, mais on sent, vous aussi, un certain scepticisme par rapport au modèle qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment adapté à cette nouvelle ère qui, d'ailleurs, vous dites, ce n'est pas une nouvelle, c'est le retour à ce qu'a toujours été la politique? Franchement, je ne compare pas les Européens à des Aztèques. La comparaison que je fais dans mon livre, c'est celle des dirigeants politiques. Oui, j'entendais les dirigeants européens, pas les peuples européens. J'y inclus les démocrates européens, les démocrates américains, oui, beaucoup, bien sûr. Et pas que, même les vieux républicains classiques des États-Unis, c'est-à-dire une classe politique. Qui a vu débarquer une nouvelle élite, qui pour moi sont les jeunes gens de la tech qui débarquent avec leur sweat à capuche dans les années 90, plutôt sympathiques, plutôt amicaux et très jeunes, et dont on ne comprend pas
au départ qu'ils sont porteurs non seulement d'un projet d'entreprise, mais aussi d'un véritable projet de société, de transformation politique, et qu'ils vont prendre une emprise et un pouvoir sur nos sociétés dont les vieux politiques ne vont pas du tout comprendre ni la nature ni la portée, et aujourd'hui ils sont balayés partout. Pas qu'en Europe. La question s'est d'ailleurs plutôt posée aux États-Unis, où la vieille classe politique est balayée par justement des prédateurs qui sont en même temps des figures très classiques, en effet. Si vous regardez Donald Trump, vous ne le comprenez pas véritablement en lisant la science politique des dernières 30 ou 40 années. Par contre, vous lisez du Tacite, du Suétone ou du Machiavel, et vous retrouvez des douzaines de personnages qui ressemblent sous une forme ou sous l'autre à Donald Trump, mais il est porté, lui, comme d'autres prédateurs politiques, donc extrémistes, des gens qui ont envie de balayer le système par une infrastructure de la tech et par un écosystème de la tech qui ne pousse au fond que les idées les plus extrêmes et qui a envie d'en découdre avec toutes sortes de règles. Alors forcément, comme le disait le ministre, l'Europe est, par rapport à la tech aussi, le lieu, l'entité politique qui a essayé, plus que d'autres, de mettre quelques limites, de mettre quelques règles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en réalité, elle est l'objectif principal, non seulement des gens de la tech, mais de ces nouveaux prédateurs politiques, alliés des patrons de la tech, et qui ont envie d'en découdre avec toute forme de règles, de réglementation, de lois, y compris dans le secteur de la technologie, d'Internet et de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on ne l'avait pas, je ne l'ai pas forcément évoqué dans ma présentation, mais effectivement, votre livre parle des prédateurs, Donald Trump, Vladimir Poutine, mais aussi effectivement des prédateurs de la tech, du poids des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos démocraties. Mais est-ce que finalement, on n'accorde pas trop d'importance aux réseaux sociaux? Vous avez écrit dans un autre livre que c'était des ingénieurs du chaos, notamment. Mais est-ce que ces nouveaux prédateurs, ces leaders populistes à la Donald Trump, n'arrivent pas justement parce qu'il y a un changement de monde, un épuisement des élites traditionnelles et aussi des peuples qui ont le sentiment de ne pas être entendus, et la technologie s'ajoute à ça, mais c'est qu'un élément perturbateur de plus. Alors, écoutez, je pense qu'il y a toujours un élément réel, hein. Et il y a toujours des colères qui sont basées dans la réalité. Et dans ce cas, c'est bien évidemment très souvent une sensation d'être laissé pour compte, d'avoir perdu le contrôle sur les circonstances de sa vie, un déclin économique, une pression, voilà, de toutes sortes de problèmes, y compris, bien évidemment, la question de l'immigration est centrale, et c'est une question politique, ce n'est pas une question qui est posée par les réseaux sociaux. Donc tout ça existe dans la réalité. Après, ce que font les réseaux sociaux et cet écosystème de la tech, c'est de ne pousser que les arguments les plus extrêmes d'un côté et de l'autre. Donc vous êtes face à des problèmes qui sont réels. Vous avez bien évidemment aussi une forme de retour de bâton par rapport à des classes dirigeantes qui sont jugées comme n'ayant pas été capables de résoudre et d'affronter ces problèmes. Donc il y aurait de toute façon eu une réaction, par exemple aux États-Unis, je pense qu'elle serait venue de toute façon, mais elle n'aurait pas pris la forme de Trump. Trump n'est possible que dans un écosystème qui met la prime sur le coup d'éclat permanent, sur le fait que chaque jour vous allez, par des moyens assez extrêmes, attirer l'attention sur vous. Vous n'allez pas forcément devoir être cohérent dans votre action, mais vous allez devoir constamment rechercher le clash et l'extrême.
Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est plutôt produit par le fonctionnement de l'écosystème de la tech, qui est quelque chose qui pousse à la segmentation et à la polarisation. On a beaucoup, Benjamin Haddad, on a beaucoup entendu des hommes politiques, notamment le président de la République, reprocher un certain nombre de faits de société aux réseaux sociaux. Est-ce que parfois les réseaux sociaux, c'est pas une forme de bonne excuse? Moi, j'avoue que j'avais été surpris qu'on annule, par exemple, une élection en Roumanie à cause de comptes TikTok. Est-ce que le phénomène populiste est pas bien plus large que les réseaux sociaux et d'une certaine manière, il les a précédés? Vous avez les deux et je pense qu'il faut en parler de façon nuancée. En réalité, vous avez bien sûr le rôle que jouent les réseaux sociaux et les algorithmes pour amplifier des colères, pour créer des phénomènes de bulles, pour polariser, et c'est leur rôle. Et vous avez... En 2005, par exemple, pardon, j'aime pas vous interrompre, mais j'y pense là, au moment du référendum dont on va fêter, enfin je ne sais pas s'il faut dire fêter, mais qui aura 20 ans là dans quelques jours, le 29 mai, du non au référendum européen, il n'y avait pas de réseaux sociaux, non, 90% des journalistes étaient pour le oui, et de la classe politique était pour le oui. Finalement, le non l'a emporté. Il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux pour avoir un phénomène dit populiste. Je suis totalement d'accord. Alors, il ne faut pas sous-estimer encore une fois le rôle des réseaux sociaux et notamment aujourd'hui la façon dont ils peuvent être manipulés aussi par des puissances étrangères. Parce que pour rebondir sur le cas de la Roumanie, là vous avez un cas où TikTok aujourd'hui est utilisé par 9 millions de Roumains de façon quotidienne. Nous, on a des règles sur la façon dont l'espace public est régi avec les égalités de temps de parole, par exemple, lors des campagnes. Là, vous avez eu clairement une ingérence massive, manifeste et une amplification d'un candidat d'extrême droite populiste pro-russe qui était inconnu quelques semaines auparavant par la Russie. Ça a été avéré, TikTok a désactivé des centaines de milliers de faux comptes, des bots. Et à un moment, Georgescu, le candidat en l'espèce, s'est retrouvé 8e nom le plus partagé sur TikTok mondial pour une élection en Roumanie. Donc, là, effectivement, on a des attaques informationnelles. Notre pays, d'ailleurs, en est bien souvent la cible. Ça a été encore le cas ces derniers jours. Donc, il ne faut pas être naïf sur le rôle qui est joué. En revanche, là où je vous rejoins parfaitement, la responsabilité du politique, c'est aussi avant tout de répondre aux problèmes des citoyens. Moi, j'ai vécu toute la période Trump 1 aux États-Unis. J'ai vécu 7 ans dans les think tanks à Washington. Et quand Trump s'est présenté à peu près au printemps 2015, tous mes contacts républicains comme démocrates m'ont dit il n'a aucune chance. Il va éclater en vol la semaine prochaine. C'est l'establishment du Parti républicain qui va gagner la primaire et ça va se faire entre Jeb Bush ou Marco Rubio et Hillary Clinton. Et on l'a vu monter dans les sondages, monter. Il y a eu un déni complet des élites américaines et des Européens sur ce sujet. Et fondamentalement, il a mis le doigt sur la question migratoire, la question identitaire et la crise migratoire à la frontière. C'était la même chose d'ailleurs pour sa réélection. Sur le retour de bâton contre les accords de libre-échange qui ont aussi mené à une forme de désindustrialisation. Tous les États de la Rust Belt dans le nord, que ce soit Pennsylvanie, Ohio, Wisconsin, qui votaient de façon historique pour les démocrates, qui ont basculé pour les républicains parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été les perdants de la mondialisation, et notamment face à la Chine. Aujourd'hui, il y a une sorte de consensus aux États-Unis pour dire que l'entrée de la Chine dans l'OMC s'est faite de façon précipitée, qu'il y a eu des effets pervers à l'ouverture du libre-échange, que l'idée de la convergence, c'est-à-dire qu'en fait, la Chine, comme elle était en train de se moderniser économiquement, allait forcément devenir une démocratie, tout ça a été battu en brèche. Donc la question migratoire, la question de libre-échange et bien sûr le rejet de l'interventionnisme libéral et notamment l'échec des guerres en Irak et en Afghanistan qui avait été soutenu par à peu près toute la classe politique américaine. Donc ça à un moment, et lorsqu'il a été élu, plutôt que de se remettre en question, on a entendu beaucoup aux États-Unis dire c'est uniquement la faute des réseaux sociaux ou c'est une ingérence de la Russie. Il y a eu ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle en 2016 comme dans la nôtre en 2017. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vient pas amplifier des problèmes existants auxquels les libéraux, la classe politique traditionnelle doit pouvoir répondre. C'est la même chose avec l'Union européenne. Si on veut être pro-européen, c'est aussi démontrer qu'on peut délivrer de la prospérité à nos citoyens avec l'Union européenne, donc soutenir nos entreprises, la création d'emplois, approfondir le marché unique. Ça veut dire montrer qu'on est capable de défendre nos frontières aussi au niveau européen. C'est ce qu'on fait en ce moment en renforçant nos instruments de maîtrise des frontières avec le pacte asile d'immigration, avec les différents leviers, que ce soit utiliser la conditionnalité sur les visas ou sur l'aide au développement pour pouvoir
assumer des rapports de force avec les pays de départ. Je suis convaincu que sur ces sujets-là, qui sont des problèmes complexes, on est beaucoup plus fort en agissant ensemble, en agissant à 27 qu'en le faisant de façon isolée. Mais il faut trouver des solutions concrètes. L'immigration, vraiment, et Giuliano d'Ampoli le mentionnait, je crois qu'il est devenu emblématique d'un sentiment de perte de contrôle dans la mondialisation. Et il ne s'agit certainement pas de se barricader ou de fermer les frontières, mais de pouvoir dire de façon démocratique et maîtrisée, on a des critères pour qui va rentrer, il faut s'intégrer, il faut respecter la loi, il faut parler la langue, travailler, et puis ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent pouvoir repartir dans leur pays. Et ça, c'est ce qu'attendent les citoyens, et il est évident que les populistes ont fait leur lit justement aussi d'un sentiment d'échec, par exemple aux États-Unis ou en Europe là-dessus. Et donc il faut, nous, qu'on soit capable d'y répondre. On va essayer de faire une sorte de tour du monde des prédateurs, si vous voulez bien. Commençons peut-être par Donald Trump, Giuliano d'Ampoli. Est-ce qu'on peut vraiment le mettre sur le même plan que Vladimir Poutine, le régime des mollahs en Iran, ou même le président chinois ou est-ce que c'est quelque chose tout de même de différent et reste dans un cadre démocratique, Donald Trump? C'est quelque chose de différent. D'ailleurs, dans mon livre, il n'y a ni dans celui-ci, du moins, il n'y a ni Poutine, ni les mollahs, ni il y a Xi MBS Jinping. notamment. Il y a MBS qui, par contre, est un peu autre chose. Il est d'ailleurs en partie une créature de Trump. Hein. La montée de MBS, prince héritier d'Arabie Saoudite, s'est faite grâce au premier Trump, 2016, enfin 2017. C'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas Poutine dans celui-ci. Il était dans l'hommage du Kremlin. Ce sont des dictateurs et pas des prédateurs, alors du coup. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, ils sont prédateurs aussi. Hein, donc, je ne veux pas nier ça. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont des sujets de ce type, donc des nouveaux prédateurs, évoluent dans un milieu qui était précédemment réglé. Qui était dominé par des figures que j'appelle, moi, peut-être en simplifiant un peu, des avocats, c'est un terme qui inclut toutes sortes de technocrates, ou du moins de politiques plutôt traditionnelles, qui suivaient des règles, qui évoluaient dans un cadre, qui, de droite et de gauche, restaient au fond à l'intérieur de limites assez précises. Et par rapport à ce système-là, qui a pu apparaître, je pense à une partie croissante des électorats et des opinions publiques occidentales comme enlisées, comme incapables de produire des décisions, comme on vote mais rien ne change, comme voilà, il y a des sujets, l'immigration notamment, sur lesquels on voudrait que ça change et d'un côté et de l'autre, on nous promet des changements et rien ne se passe. Eh bien, face à cette impasse, je pense qu'il y a ces figures de prédateurs qui débarquent et disent la seule façon de produire des résultats, c'est au fond de briser les règles, de briser les cadres, de sortir même du cadre des lois, parfois, pour produire des résultats, hein, prendre des décisions sidérantes, inouïes, qui n'étaient pas concevables, qui ne rentraient même pas au fond dans le menu des choix possibles dans le monde précédent, et qui coïncident presque avec une forme de miracle. Le miracle en théologie, c'est Dieu qui intervient directement dans le monde en contournant le fonctionnement normal du monde, et pour produire un résultat précis dans un cas précis. Et ces prédateurs, d'une certaine façon, ils produisent des miracles politiques, c'est-à-dire qu'ils brisent les lois, mais ils disent il faut le faire, c'est la seule façon pour intervenir sur les vrais problèmes. Donc, Bukele, l'immigration, oui, parmi les prédateurs, il y a Bukele, le président du Salvador. Le Salvador est un peu le symbole de ça, parce que Bukele est élu démocratiquement au Salvador.
mais il hérite du pays le plus violent du monde, avec le taux d'homicide le plus élevé au monde. Et donc, après quelques hésitations, il décide qu'il va remplacer le code pénal par un manuel de tatouage. C'est vu que la plupart, ou même la presque totalité des membres des gangs au Salvador ont des tatouages. Il dit on va flanquer en prison les gens qui ont des tatouages, plus ou moins. Et donc, sans avocat, sans procès, sans rien, c'est l'armée d'ailleurs qui s'en charge. Et il y a 80 000 personnes qui sont mises en détention. D'ailleurs, en plus, il les filme. C'est un ancien publicitaire, donc il fait des films très spectaculaires de ces personnages qui courent dans les corridors, qui sont humiliés. Et il devient très très populaire sur TikTok. D'ailleurs, le Salvador a 4 millions d'habitants et lui, il a 7 millions de followers sur TikTok. Et donc, sauf que effectivement, il y a un certain nombre inévitablement d'innocents qui finissent en prison, parce que si vous ne suivez pas les règles et les procédures, assume un pourcentage. C'est presque inévitable. Sauf que la criminalité chute au Brésil, au Salvador. Et le Salvador a aujourd'hui le taux d'homicide le plus bas de tout le continent américain, encore plus bas que le Canada, qui est un endroit très sûr. Et donc, Bukele est réélu de façon triomphale. Moi, je le vois à l'ONU, à l'Assemblée générale l'année dernière, où il a fait ce discours, où il a dit on m'accuse d'avoir mis des milliers de personnes en prison, mais je vous dis, moi, que j'en ai libéré des millions qui peuvent aujourd'hui se balader dans la rue à Salvador à toute heure. Et là, il y a la vraie force et le vrai danger de ce modèle-là. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un, parce que Trump, il faut voir, il a un potentiel d'autodestruction qui est considérable. Le vrai problème se pose quand ça marche. C'est-à-dire, face à un prédateur qui vous dit on suspend les règles de l'état de droit, c'est bon, il n'y aura plus de procès ni de rien. Mais c'est pour une raison, c'est pour combattre la criminalité. Et en plus, ça marche, du moins en un premier temps. Là, les démocrates que nous sommes, sont face à quelque chose de très difficile, parce que forcément c'est très populaire. D'ailleurs, Bukele a été réélu avec 84% des votes, il a 95% du Parlement, et tout ça a été fait de façon parfaitement démocratique. Avec une vraie opposition. Benjamin Haddad, on va parler de Trump, mais un mot malgré tout sur Bukele. On est dans un pays où il y a un débat aujourd'hui autour de la mexicanisation de la France. Vous, en tant que démocrate, comment vous regardez Bukele? Est-ce que vous le voyez comme un danger, un anti-modèle, ou est-ce qu'il vous arrive de le voir comme un faiseur de miracles et quelque part de l'envier un peu? Non, mais je pense que, comme l'a dit Julien Denampoli, une situation quand même très différente, mais il faut aussi voir effectivement la situation de violence qu'il y avait dans un pays comme le Salvador. Donc il y a un contexte. Mais au fond, la question qui sous-tend ce dont on est en train de parler, c'est celle de la faiblesse des démocraties. Et ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et je pense que c'est un thème récurrent qu'on a eu aussi au XXe siècle. Dans les années 30, on nous expliquait que la seule façon de répondre au fascisme, c'était de se tourner vers le communisme, et les démocrates, les libéraux se retrouvaient parfois un peu seuls entre les deux, et finalement c'est les démocraties qui ont gagné les grandes crises, les grandes guerres du XXe siècle, qui ont su se mobiliser, qui ont su aussi mobiliser leur population et attirer d'ailleurs aussi, servir de modèle d'attraction pour les populations qui étaient par exemple derrière le rideau de fer. On nous a dit, il y a des livres, Comment les démocraties finissent, qui constamment ont ressorti ce refrain de la faiblesse des démocraties. Après, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, à mon avis, c'est celle en effet de la prise de décision et de la capacité à obtenir des résultats. De l'efficacité. Ça demande de l'efficacité de la décision politique. Ça demande effectivement d'avoir d'abord un constat lucide sur les problèmes et de ne pas être dans le déni justement des sujets. Et la deuxième, c'est de reprendre le contrôle. Il y avait pendant la campagne du Brexit ce slogan qui a été d'une efficacité extraordinaire, ce slogan des Brexiters qui était « Take Back Control ». Déjà, si on prend la façon dont cette campagne du Brexit avait été structurée, vous aviez d'un côté des gens
les pro-Brexit, qui avaient un argument vraiment civilisationnel, qui était fondé sur l'identité britannique, sur l'indépendance, et de l'autre côté, des gens sur la défensive qui faisaient au fond un calcul avantage-coût un peu technocratique et économique pour rester dans l'Union européenne. Déjà, ce débat, vous êtes toujours sûr de le perdre. À un moment, il faut aussi prendre ses racines dans notre identité, dans notre histoire, et avoir un vrai projet politique qui est appuyé sur des valeurs. Et puis, après, au-delà de ça, c'est effectivement reprendre le contrôle, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se perdre dans le nationalisme, ou encore moins dans l'autoritarisme. Les démocraties ont démontré dans leur histoire leur capacité à pouvoir trouver des solutions, à pouvoir répondre aux défis de façon beaucoup plus efficace que tous les régimes autoritaires. Mais en effet, ces 20-30 dernières années, on a aussi beaucoup délaissé le pouvoir politique à des organisations internationales, parfois à la justice, et une forme de dépolitisation. De gouvernement des juges ? Et donc, par exemple. Et donc ça, effectivement, c'est un débat qu'on peut avoir. Un expert qui a écrit un livre sur le sujet qui dit, en fait, vous avez d'un côté les démocrates libéraux, c'est ce que j'allais vous demander. Comme Orban, finalement... et de l'autre côté, parfois, des libéraux antidémocratiques. Exactement. C'est Yascha Mounk, effectivement, je cherchais son nom. C'est Yascha Mounk qui a fait cette distinction qui est très intéressante. Et ça, c'est une tension historique, en fait, au sein de la démocratie libérale. Donc là, effectivement, les démocrates peuvent reprendre le contrôle, et d'où l'importance, je pense, de répondre sur les questions, par exemple, de sécurité ou d'immigration. J'allais vous poser effectivement la question, est-ce que c'est aussi simple que ça, avec les démocrates d'un côté et les antidémocrates de l'autre ? Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux modèles qui s'opposent, et est-ce que l'Union européenne n'a pas eu parfois le tort de ne pas s'appuyer du tout, ou pas assez du moins, sur la souveraineté populaire ? Par exemple, quand J.D. Vance fait son discours, qui a fait couler beaucoup d'encre, où il critique l'Europe en disant que les Européens ne font plus assez confiance à leur peuple, certes, il fait la leçon, il n'est peut-être pas le plus mal placé, mais est-ce qu'il y a une part de vrai dans son discours ? Non, moi je pense que là, déjà, on n'a pas de leçon à recevoir. Je crois aussi qu'il y avait un peu des intérêts économiques, parce que fondamentalement, ce qu'il était en train de nous dire, c'est qu'il fallait laisser plus de place aux acteurs de la tech américaine. Il ne faut pas que nous, on fasse respecter précisément notre état de droit et nos règles. Quand on pense par exemple aux réseaux sociaux, puisque c'est à ça que faisait référence J.D. Vance, au fameux Digital Services Act, qui est ce texte qui a été aussi voté par le Parlement européen, qui est élu, qui a été approuvé par les chefs d'État au sein du Conseil. Donc encore une fois, il faut voir le processus de prise de décision de l'Union européenne, il peut être complexe, mais vous avez des chefs d'État et de gouvernement qui sont élus, vous avez des membres du Parlement européen, vous avez après des transpositions dans tous les parlements des États membres. Donc il faut voir aussi ce que ce processus a de démocratique. Donc ce Digital Services Act, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui consiste à dire que pour investir en Europe pour des boîtes du numérique, il faut respecter nos règles, c'est-à-dire la transparence sur les algorithmes, la lutte contre la haine en ligne, la lutte contre la désinformation, la lutte contre les ingérences étrangères, l'idée de dire que ce qui est illégal dans le monde réel doit aussi être illégal dans le monde virtuel. Ça, on a des règles, on les fait respecter. Après, et je pense que c'est un autre élément qu'on peut rajouter à la conversation, pour autant, on doit aussi s'assurer justement d'avoir nos propres acteurs et donc de soutenir un écosystème d'innovation, parce que quand on voit le poids qu'ont pris X et TikTok, la réponse principale, ce n'est pas juste la régulation et de se mettre des barrières. C'est de se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'acteurs européens ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des acteurs américains et des acteurs chinois, alors qu'on a des startups, on a des chercheurs, on a des innovateurs, des scientifiques ? Comment est-ce qu'on fait pour soutenir nos entrepreneurs, faire en sorte qu'ils ne partent pas aux États-Unis? Et ça demande des réformes, ça demande d'investir fondamentalement dans la simplification des normes, dans la compétitivité, dans le fait d'attirer les talents plutôt que de les faire partir. Donc là, il y a vraiment un effort considérable qui doit être fait. Mais pour répondre à la question sur J.D. Vance, je pense qu'on a la question était plus large. Elle était sur la souveraineté populaire. Et J.D. Vance a parlé des réseaux sociaux. Il y avait peut-être des intérêts économiques, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas parlé que de ça. On ne va pas revenir sur l'exemple de la Roumanie qu'il a donné. Mais par exemple, et je sais que la réponse est compliquée pour vous en tant que ministre, mais sur l'Allemagne qui s'interroge sur interdire l'AfD, un parti qui aujourd'hui représente peut-être 25% des Allemands. Est-ce que ça vous paraît vraiment la bonne réponse ? Vous savez, nous en France, on a des règles sur le respect de la liberté d'expression. On a aussi des règles, par exemple, qui condamnent
la haine, l'antisémitisme, le racisme, encore le négationnisme des génocides. Moi, je suis contre toute forme de sectarisme, je suis pour un débat démocratique ouvert, et donc je ne suis pas pour l'interdiction des forces politiques naturellement. Après, encore une fois, en Allemagne, il y a quand même une histoire, une tradition et des institutions particulières, avec un attachement très fort, notamment à la lutte contre la haine, à la réhabilitation de toute forme de pensée fasciste ou nazie. Donc il y a un débat politique, évidemment, qui est spécifique. Giuliano d'Ampoli, tout à l'heure vous avez dit à propos de Donald Trump qu'il avait un fort potentiel d'autodestruction. Effectivement, il peut apparaître extrêmement brouillon comme ça, mais bon, il a été réélu après avoir été battu. Est-ce que c'est pas aussi un peu la facilité de penser qu'il est fou, fantasque? Est-ce qu'il ne faut pas le prendre au sérieux? Et notamment, qu'est-ce que vous pensez de sa politique économique? Est-ce qu'il y a une forme de rationalité dans sa... On en parlera avec Benjamin Haddad, dans sa volonté d'imposer des droits de douane, par exemple? Moi, je le prends tout à fait au sérieux. D'ailleurs, dès la première fois, dès son élection en 2016, face à des gens qui disaient voilà, c'est de la folie, c'est un accident de parcours. Et quand Biden a été élu en 2020, on a beaucoup pensé, bon, c'est une parenthèse qui se réforme. Moi, j'ai toujours plutôt eu tendance à penser que il y avait quelque chose qui basculait d'assez fondamental et aujourd'hui encore plus. Donc je ne pense pas du tout que ce soit un accident de l'histoire, ni bien évidemment un accès de folie. Je pense qu'on bascule dans un nouveau monde. Après, Trump, vous savez, par exemple, le Liberty Day, justement, le moment où il a imposé la première vague de droits de douane, avant qu'il parle, les bourses, le marché américain notamment, étaient en train plutôt de monter, parce qu'on se disait, il y a une possible rationalité là-dedans, on anticipait des choses, donc c'était pas du tout ça ne se présentait pas du tout comme une catastrophe. Le show de Trump ce jour-là, par contre, a été tellement extrême, déjanté, mal préparé, incroyable, que là, par contre, voilà, tout a chuté, parce que Trump lui-même, à mon avis, est le principal ennemi de quiconque voudrait qu'il ait un projet structuré ou qu'il soit porteur de quelque chose. Hein. Ce qui ne l'empêche pas de l'être d'une certaine façon, mais il devient par son caractère, son instinct politique remarquable. C'est une bête, non seulement une bête de scène, mais une bête politique absolument remarquable, mais en même temps complètement chaotique. Hein. Donc très difficile pour lui d'incarner un projet, disons, sans en même temps le démolir en partie aussi. Mais par contre, qu'il y ait une rationalité dans ce discours-là, au fond, il consiste à quoi? Le discours, si on veut lui attribuer une structure, ce qu'il peut parfaitement avoir. Les États-Unis disent, au fond, on a fourni trop de biens communs au monde, et notamment à l'Occident, à un prix trop bas au cours des dernières décennies. On a garanti la sécurité de tout le monde, et notamment la sécurité des militaires, des Européens, du Japon, de la Corée, etc. On a garanti un système de règles, de commerce international qu'on a contribué à bâtir de façon substantielle. On a le dollar, évidemment, qui est la monnaie d'échange générale et tout. Donc, on a fourni tous ces biens communs et on n'en a pas suffisamment tiré de bénéfices. Donc là, maintenant, il faut que les autres, et notamment nos alliés, payent pour ça. Hein, qu'ils en payent le prix. Donc qu'ils payent du côté militaire, qu'ils payent sur le numérique, etc., qu'ils payent d'un point de vue commercial et tout ça. Ça, si vous voulez, c'est la logique de la chose. Alors, le seul problème, c'est que, en réalité, la stratégie précédente était beaucoup plus fine, parce que bien évidemment, les États-Unis ont fourni ces biens communs à la planète. En même temps, ils en ont tiré un bénéfice qui était quand même assez considérable au cours des dernières décennies. Hein. Ça s'est plutôt bien passé pour eux, de ce point de vue-là. Et là,
Et seulement, c'était fait de façon assez implicite. Hein. Après, parfois, c'était moins implicite. Mais disons qu'en général, c'était plutôt implicite. Là, maintenant, le fait de vouloir expliciter la chose, et en plus, en effet, avec une logique quand même de ponction, enfin, de ponctionnement, de prédation assez explicite, dans un moment où, par contre, le poids relatif des États-Unis dans le système international, malgré tout, est destiné un tout petit peu à baisser. Il y a la Chine, il y a d'autres alternatives qui montent. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de leur point de vue. Est-ce que ça ne va pas plutôt accélérer un certain déclin et un certain délitement? Mais ce n'est pas fou. Hein, c'est un dessin qui a une forme de rationalité. Après, il y a le volet intérieur, évidemment, de politique intérieure aussi, qui est fondamental, mais j'en ai déjà trop dit. C'était très intéressant. Mais Benjamin Haddad, Juliano D'Ampoli nous a fait un peu le portrait de Trump, qui a une forme de rationalité, un dessin, et qui en même temps est quand même un personnage chaotique. Comment les dirigeants européens et l'Union européenne en tant qu'ensemble peut réagir, peut négocier avec ce type de personnage? Déjà, je partage fondamentalement l'analyse de Juliano D'Ampoli, qui est de dire que Donald Trump n'est pas un accident de l'histoire. Et il est même d'ailleurs plutôt un accélérateur de tendances préexistantes. On avait vu le pivot vers l'Asie de Barack Obama, la non-intervention en Syrie après l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, qui a eu des conséquences de sécurité, bien sûr pour la région, mais aussi pour nous directement, plus que pour les États-Unis. La tendance vers le protectionnisme, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, on avait des débats sur traité de libre-échange avec le Pacifique, un traité de libre-échange aussi transatlantique. Et déjà, même dans la campagne d'Hillary Clinton, ça devenait très difficile de pouvoir assumer ce soutien. Et ensuite, Biden a repris l'héritage de Trump. Et Biden a non seulement repris l'héritage de Trump, mais il l'a même accéléré avec, par exemple, l'Inflation Reduction Act, qui est ce plan massif de subventions dans l'industrie américaine sans aucune forme de coordination avec les alliés européens. Le retrait unilatéral d'Afghanistan, là aussi, qui s'est fait sans les alliés. Et ces débats sur le partage du fardeau et le fait que les Européens doivent dépenser plus pour leur propre défense, là aussi, il n'a pas commencé avec Donald Trump. Barack Obama, à la fin de son deuxième mandat, dit que les pays européens sont des passagers clandestins de la puissance américaine. Et on a Bob Gates, secrétaire à la Défense, qui dit bientôt, si les Européens n'augmentent pas leur budget de défense, les Américains ne voudront plus envoyer leurs enfants et leurs petits-enfants pour mourir pour la sécurité de l'Europe. Donc ces débats, ils étaient préexistants. C'est vrai que là où Donald Trump renverse le système d'une certaine façon, c'est qu'il prend tous les piliers de ce qui a fait la puissance des États-Unis pendant plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire les alliances et notamment l'OTAN et le soutien aux accords de libre-échange, au système multilatéral, en disant, en fait, ça se fait au détriment, ça restreint la puissance des États-Unis. Je crois que ce qu'on est en train de voir tout de même, c'est que ça crée déjà une véritable incertitude sur la puissance américaine et sur sa fiabilité, à la fois sur le plan militaire comme sur le plan économique. Et il suffit de voir les marchés boursiers ou obligataires qui dévissent depuis l'annonce des droits de douane. Il suffit de voir les révisions de croissance à la baisse et les entreprises qui tirent la langue. Fondamentalement, si les États-Unis ont un déficit commercial vis-à-vis, par exemple, de pays de l'Union européenne, c'est pas parce que l'Union européenne était protectionniste comme le prétend Donald Trump, c'est parce qu'il y a un système économique américain, un modèle qui était basé sur la consommation intérieure, sur le crédit et donc aussi sur l'importation. Et d'ailleurs, on compte les biens, mais on ne compte pas les services. On sait que nous, on est consommateurs de services numériques. Donc là, je crois que ce constat, en fait, il va se faire aussi au détriment de la puissance et de l'influence des États-Unis. Après, la conclusion qu'on doit en tirer, nous, c'est déjà de voir la tendance de long terme. Parce que lors du premier mandat de Donald Trump, il y a eu vraiment une forme de déni. On serre les dents, on attend, et ça reviendra à la normale dans 4 ans, et on reviendra à la relation transatlantique de papa. Bon, là, fondamentalement, il faut que nous, on en tire les conclusions. Ça veut dire augmenter nos budgets de défense. C'est ce qu'on fait, encore une fois, depuis déjà quelques années. Sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron, on aura doublé le budget de défense de la France. Il faudra aller plus loin. Il faut aussi être capable de le faire au niveau européen. Tous nos voisins le fond, la Pologne est passée à 5%. Est-ce qu'on n'est pas un peu lent tout de même? Parce que j'ai l'impression qu'on a eu, là, au moment des négociations de paix, de l'arrivée de Donald Trump, on a reparlé du réarmement européen. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait au début de la guerre en Ukraine?
Alors on a commencé à le faire, mais même avant. On n'a pas attendu d'ailleurs les injonctions de Donald Trump, précisément, c'est ce que je vous disais sur le réarmement de la France qu'on a enclenché dès l'année 2017. Après, vous avez investir dans notre compétitivité et donc être un vrai acteur économique et capable de... Est-ce que c'est assez rapide, disons-le franchement, pour être souverain, pour peser face à Vladimir Poutine, est-ce qu'on a été assez rapide? On a beaucoup trop tardé au niveau européen, et c'est ce que je vous disais, il y a eu déjà une forme de déni sous Barack Obama lors du premier mandat de Donald Trump, et il faut accélérer, il faut aller beaucoup plus loin dans la simplification, dans l'investissement dans la défense, dans le fait d'avoir un vrai marché unique qui peut peser et qui peut attirer les investisseurs. Bien sûr qu'on est dans un moment d'accélération, on voit que les autres autour de nous sont en train de faire augmenter la pression et d'accélérer, il faut accélérer. Et après, en revanche, on maintient ce lien transatlantique. Le président de la République et le président Trump, ils se parlent très régulièrement, et en ce moment, ils se parlent quasiment tous les jours. Parce que sur l'Ukraine, on a besoin d'avancer ensemble, parce qu'on a envie, au fond, on cherche la même chose, c'est-à-dire avoir une paix juste et durable en Ukraine, de négocier avec la Russie. Et donc c'est pour ça qu'on avance ensemble avec les Européens, les Ukrainiens et les Américains. Et fondamentalement aujourd'hui, on est assez alignés. La seule puissance qui refuse la diplomatie, qui continue d'être escalatoire, de bombarder et d'avoir des visées maximalistes sur l'Ukraine, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Et c'est pour ça qu'on doit faire augmenter la pression sur la Russie pour qu'elle vienne à la table des négociations. Aujourd'hui, c'est elle qui refuse la diplomatie. Donc on doit s'occuper de nous, sur le plan militaire, sur le plan économique, s'occuper de nous-mêmes, pas passer notre temps à regarder ce qui se passe ailleurs, et puis après continuer à maintenir ce lien avec les États-Unis, parce qu'on a besoin d'avancer notamment dans la diplomatie sur les grands sujets stratégiques et de trouver des intérêts communs de façon très réaliste. Giuliano d'Ampoli, dans ce nouveau livre, L'Ordre des prédateurs, vous vous intéressez beaucoup à Trump, vous montrez comment l'arrivée de Trump bouleverse un peu le monde, mais dans votre précédent livre, vous étiez intéressé à un autre prédateur, Vladimir Poutine, on rappelle le mage du Kremlin. Les deux sont en train de négocier, d'une certaine manière, l'avenir du monde. Lequel des deux prédateurs, à votre avis, est le plus malin et lequel est en train de berner l'autre, ou peut-être pas, peut-être qu'ils vont trouver un accord tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette négociation? Comment vous voyez les choses? C'est relativement difficile à dire. C'est-à-dire, Poutine est un personnage, à mon avis, prémoderne. C'est pour ça qu'on l'a longtemps pas compris en Europe, parce qu'on a eu du mal à entrer dans sa logique, qui au fond est une logique impériale, liée à une certaine idée de la Russie qui transcende même l'histoire ou les idéologies. Poutine assoit son pouvoir, qui est un pouvoir autoritaire. Il a restauré une forme d'autorité brutale en Russie après les années chaotiques, les années 90, et il fonde son autorité sur toutes les références de la grandeur russe, depuis Ivan le Terrible à Staline, en passant par Staline et en arrivant à lui-même, et il se vit dans cette dimension-là. Et je pense que son véritable désir est celui de revenir plus ou moins en 1945. Lui, je pense qu'il veut trois choses. Il veut des frontières de la Russie qui ressemblent le plus possible à celles de l'Union soviétique. Je pense qu'il veut une zone d'influence en Europe avec des pays qui seront presque des satellites, ou en tout cas qui seront très proches de lui et de la Russie. Et puis, il veut être assis autour de la table où se décide le sort du monde. Donc Union soviétique 45. Je pense qu'idéalement, c'est un peu son modèle. Ça devrait être presque impossible au vu de la réalité de l'économie et de la société, de la population russe, qui n'est pas fameux, disons, qui n'est pas très bon. Mais par contre, la fragilité parfois de nos systèmes fait que peut-être, enfin en tout cas, atteindre cet objectif. Ça, c'est pour le pré-moderne. Complètement impossible. Et Trump est post-moderne? Trump est autre chose, c'est-à-dire que Trump, vous allez m'insulter encore une fois, mais je pense que... Moi, je ne vous ai jamais insulté. Moi, je pense... Pardon, non, mais vous n'allez pas être d'accord. C'est-à-dire, moi, je pense que je ne suis
Trump... énervé. Non, mais c'est vrai, non, mais vous êtes très poli en plus, donc c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Moi, je pense que l'objectif existentiel de Trump, en ce moment, Trump a envie de devenir l'homme le plus riche du monde. Hein? C'est-à-dire, c'est ça qu'il veut, parce que c'est ça qu'il comprend, c'est ça qu'il désire, c'est le type de grandeur qui lui parle véritablement. Alors, CNN a calculé qu'aujourd'hui, il est en train de gagner, lui, son système familial, plus ou moins 1 milliard par mois. Hein. Donc il va falloir qu'il accélère pour y arriver sur 4 ans, mais peut-être qu'il va y réussir, hein, et peut-être que d'ailleurs ça a été mal calculé jusque-là. Donc je pense que vraiment, hein, c'est pas comme ça du tout liquidatoire. Moi je prends très au sérieux Trump et ses objectifs, mais je pense que son objectif numéro 1 est de caractère monétaire. Hein. Il veut devenir parmi les hommes les plus riches du monde, si possible quand même le plus riche. Et deuxièmement, il veut capturer l'attention sur soi constamment, hein, quoi qu'il fasse. Et troisièmement, mais qu'au troisième plan, il peut avoir des objectifs plus stratégiques, plus systémiques, dont aussi ces visions dont on parlait, une forme d'impérialisme technologique, qui du coup peut s'accorder avec la vision de Trump, de Poutine, parce que, au fond, je ne pense pas que Trump ait une vision impériale du rôle des États-Unis comme unipolaire, complètement dominant de la planète. Je pense que lui, il est plutôt dans une logique où les États-Unis sont, au fond, une monarchie impériale dans ses mains et celle de ses descendants. Là, après, on verra ce qui se passe avec J.D. Vance, par contre, qui me semble un prétendant plus sérieux à une perspective impériale que Trump lui-même. Mais qui négocie ses zones d'influence et ses intérêts avec d'autres puissances impériales dont le bloc russo-chinois éventuellement peut constituer un interlocuteur possible. D'ailleurs, je ne pense pas du tout qu'il ait envie de séparer la Russie de la Chine, qu'il ait toutes ces idées stratégiques-là dont on parle de temps en temps. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il est simplement dans un rapport de puissance entre empereurs. Donc il peut sûrement trouver des éléments, des points d'accord avec Poutine. Benjamin Haddad, j'aimerais qu'on parle d'un autre type de prédateur. Le ministre de l'Intérieur vient de dévoiler un rapport sur les frères musulmans, leur influence en France. Est-ce qu'il y a cette menace-là, qui est une menace interne et quelque chose, effectivement, peut-être d'encore plus inquiétant que le bouleversement du monde qu'on a décrit précédemment? Et comment l'Europe compte lutter face à cela? Il y a ce rapport qui met l'accent sur la France, mais il y a d'autres chercheurs qui ont montré comment les institutions européennes, notamment, étaient gangrénées par l'entrisme islamiste. Vous, en tant que ministre chargé de l'Europe, comment vous observez cela et que comptez-vous faire pour lutter contre cet entrisme? Je pense que c'est une avancée importante d'avoir ce rapport sur les frères musulmans. Pourquoi? Parce que évidemment que l'islamisme en tant qu'idéologie est une menace pour nos sociétés. Et au fond, pendant longtemps, on l'a traité, et on continue à le traiter à travers l'angle sécuritaire. Il y a le passage à l'acte et la dimension terroriste. Et on a été les victimes d'actes terroristes, et on a considérablement renforcé nos moyens de police, nos moyens de renseignement, nos coopérations aussi au niveau européen et international pour pouvoir lutter. Mais ce qu'on a vu, c'est que en amont, il y a une dimension idéologique. Ça, c'est les travaux de chercheurs comme Gilles Kepel, comme Hugo Micheron, qui ont montré en fait la forme de continuité qu'il y a entre le radicalisme sur le plan idéologique et le passage à l'acte après violent. Et c'est tout l'effort qui a été fait ces dernières années à travers le séparatisme, c'est-à-dire la loi sur le séparatisme, c'est de dire que fondamentalement, au-delà du passage à l'acte... Non, allez-y, il va falloir conclure, mais je vous laisse au-delà du passage à l'acte violent, il y a le fait de ne pas laisser des territoires perdus
à l'entrisme islamiste et donc de lutter contre les flux financiers, de pouvoir dissoudre des associations ou des lieux de culte qui sont liés à des mouvements radicaux, de pouvoir expulser. C'est comme ça qu'on a renforcé tous nos moyens. Et il faut le faire aussi au niveau européen. Moi, je porte cette initiative avec quelques homologues au niveau européen de faire vraiment un filtrage et une transparence absolue sur tous les financements européens qui pourraient détourner de leur objet, parce qu'il est impensable que des financements européens aillent alimenter les ennemis et les adversaires de l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation de démocratie, de liberté, d'état de droit, de laïcité. Et donc, pour défendre nos valeurs, on ne va pas commencer à soutenir nos adversaires. Donc là, on a vu parfois des financements européens qui ont pu être utilisés pour aller à des associations qui vont promouvoir parfois l'antisémitisme ou la haine. Donc là, j'en fais moi effectivement un objectif personnel de pouvoir contrôler et filtrer pour faire en sorte que ce ne soit jamais le cas. C'est un vaste sujet, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, on n'a malheureusement pas le temps. C'était passionnant de vous recevoir, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine, enfin pas à la semaine prochaine, au mois prochain, pardon, pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. Et vous pourrez retrouver cet échange dans le Figaro Magazine dans 15 jours.